Les coalitions, quelle lecture? Les enjeux autour de la mairie de Dakar? Les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la hausse des prix sont-elles efficientes? Pour répondre à toutes ces questions, l'Air du Temps reçoit Moustapha Diakhaté, expert en infrastructure et consultant en développement, et Siressi, président du think tank Africa Worldwide Group, ancien directeur général de la télévision Africa 7. L'Air du Temps, c'est ce dimanche de 10h à 11h avec Alassane Samba Diop. Dimanche 5 septembre 2021. Merci d'être à l'écoute de l'Air du Temps. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, cette semaine, ce week-end aussi, il y a eu beaucoup de tractations politiques concernant la mise en place des coalitions. On a vu la coalition Yewwi Askan Wi qui a été mise en place pour aller à l'assaut de la coalition Benno Bokk Yakaar. Quels sont les enjeux de ces coalitions, Siressi? Bonjour d'abord Alassane, bonjour aussi à Moustapha Diakhaté, dont j'ai le plaisir de retrouver après un long temps. Je pense que nous avions eu à partager une émission, mais je ne sais plus maintenant si c'était sur quelle télé ou quelle radio, mais en tout cas c'est un plaisir de vous retrouver, cher Moustapha. Saluer aussi vos auditeurs et vos téléspectateurs. Effectivement, à chaque fois que l'on se dirige vers des échéances électorales, le parti au pouvoir, tout comme l'opposition, essaie de s'organiser. Alors il est dans l'ordre de l'organisation des acteurs politiques, disons-le comme ça, la mise en place de coalitions, de structures. Maintenant, il faut se poser deux sortes de questions. Est-ce que, du point de vue de l'opposition ou comme du point de vue de la majorité, est-ce que les coalitions qui sont mises en place sont de nature pour proposer des alternatives en termes de politique publique, ou bien est-ce que les coalitions qui sont mises en place n'ont que finalité que la conquête du pouvoir? C'est-à-dire que là, on n'a pas peut-être, on relaie au second plan l'offre de politique et de programme, mais il faut arriver au pouvoir coûte que coûte malgré. C'est ce qui fait que nous, au niveau du think tank Africa Worldwide Group, et à la lecture de la conjoncture politique, nous avons identifié ce que nous appelons deux types de coalitions. Une coalition qu'on appelle nous coalition autorail, et une autre type de coalition qu'on appelle chez nous coalition autocar. Qu'est-ce que ça veut dire coalition autocar? Et la coalition Yewwi Askan Wi en est juste une illustration. Vous savez, autorail, le train, il y a ce qu'on appelle la locomotive et les wagons, n'est-ce pas, hein? Dans Yewwi Askan Wi, vous pouvez dire que c'est un train à double tête, et pour être généreux même à trois têtes, disons-le comme ça, pour parler un peu dans la tragédie grecque aussi. Vous avez Pastef et Taxawu Sénégal. Et les autres sont perçus comme des wagons qui font que les wagons rattachés à la locomotive, le train marche, mais les wagons pas attachés à la locomotive aussi, la locomotive a la possibilité de partir. Et c'est parce que peut-être que, par exemple, quand on prend Gëm Sa Bopp du président Bougane, est-ce que dans l'intervalle, il n'aurait pas peut-être compris que ce type de coalition-là, c'est une coalition de type autorail. Et quand il est autorail, eux, ils ne sont pas perçus comme des locomotives, mais comme des wagons. Et comme le dit la tradition wolof, Kuni Diri do Tamu Fusa donc dit Dial. Donc moi, ensuite, il y a un autre type de coalition beaucoup plus structurée, beaucoup plus organisée, comme par exemple Jotna, comme coalition défense de la République, hein, avec les Abdoul Mbaye, les trucs là, comme même Benno Sigil, Benno Bokk Yakaar, hein, on le dit comme ça, où on est dans du type de coalition autocar, où il y a plus ou moins le système des plénipotentiaires, où les gens sont plus ou moins d'égale dignité. Il n'y a pas de suprématie qui font que les uns peuvent faire ce qu'ils veulent, hein, ou bien mettre les autres devant le fait accompli. Tout se discute, tout s'échange. On est un peu dans la gouvernance collective et dans la responsabilité collective. Donc on a plus ou moins ces deux types de coalitions. Il s'y ajoute que quand vous êtes dans une coalition, il faut définir, et c'est ça là où la problématique des coalitions se pose au Sénégal, parce qu'il y a deux types de coalitions. Il y a une coalition de type électoraliste et une coalition de type politique. Quelle est leur différence? Quand on est dans la logique d'une coalition de type électoraliste, c'est qu'on est dans le court terme. On va vers des élections. C'est-à-dire qu'on fait fi de nos idéologies, de nos doctrines, de nos programmes. On peut ne pas avoir les mêmes visions.
Mais là, on est dans le quantitatif pour parler statistique. C'est-à-dire on va vers des élections et après on va gagner et après on verra. Et c'est ce qui s'est passé en 2000 avec le président Wade, avec la gauche. Ce qui fait que moins d'une année, il y a eu un problème avec Moustapha Niasse. Parce qu'à l'époque, on était dans une coalition de type électoral. L'essentiel, il fallait faire dégager le Parti socialiste. Et quand on est dans une coalition de type électoraliste, alors que les acteurs n'ont pas les mêmes convictions politiques, n'ont pas les mêmes idéologies, les mêmes doctrines, etc., tôt ou tard, ce type de coalition porte en elle-même les germes de sa propre destruction et ça ne va pas donner. Par contre, quand on est dans une coalition de type politique, il va falloir nécessairement que nous ayons les mêmes idéologies politiques, les mêmes doctrines politiques. Et aujourd'hui, quand on regarde dans la coalition Yewwi Askan Wi, vous avez des libéraux, vous avez des socialistes, vous avez de l'islam politique, vous avez des gens qui ne se définissent dans aucune idéologie. C'est une coalition de type Soupe Kandja. Et or, quand on veut faire une coalition de type politique, on est dans le temps long. Et quand on est dans le temps long, il faut que nécessairement que nous partageons un certain nombre de valeurs, un certain nombre de principes pour pouvoir aller cheminer un peu loin. Moustapha, quelle lecture peut-on faire de cette coalition, de ce que vient de dire à Siressi? Merci d'abord Alassane pour l'invitation que vous avez adressée à ma personne. Merci à mon co-débatteur Siressi, que je trouve extrêmement pertinent et j'ai vraiment l'honneur de le suivre dans beaucoup de ses émissions, notamment télévisuelles. Merci, monsieur. Je pense qu'il faut un peu contextualiser le cadre dans lequel s'est tenue la mise en place de cette coalition. Alassane, nos politiques se rendent-ils compte des enjeux de l'heure? Nous avons un pays quasiment qui est à la croisée des chemins. Nous avons une pandémie qui a mis à très rude épreuve l'économie de ce pays-là. Nous avons une sous-région quasiment en ébullition. Nous avons un contexte international extrêmement dur et difficile pour des perspectives de relance de nos économies. Parlant de sous-région, on apprend aujourd'hui qu'il y a des coups de feu à Conakry. Donc vous me rejoignez. Et là, c'est notre liste, Alassane, nous avons même quasiment un tournant pour la démocratie sénégalaise. Car c'est la première fois dans ce pays-là que des élections sont en perspective dans un contexte démographique où nous avons au moins 3 millions à 4 millions de jeunes qui doivent rejoindre les listes électorales. Je pense que dans ce contexte-là, aujourd'hui, quelle est l'urgence? Moi, je pense que l'urgence aujourd'hui pour nos partis politiques, quels que soient par ailleurs les groupements, les alliances, les coalitions, c'est d'abord de voir comment solidifier la démocratie sénégalaise. Cette démocratie sénégalaise-là, il faut quasiment la porter à un autre niveau. Comment la porter à un autre niveau? Il faut d'abord la massifier. Il faut que la démocratie sénégalaise soit la démocratie vraiment du suffrage universel. Or, dans tout le landerneau politique, je n'ai pas vu dans ce pays-là un débat sur les conditions d'inscription de nos jeunes dans les listes électorales. Alassane, le Sénégal fait 16 millions d'habitants et bientôt 18 millions d'habitants. On ne peut plus avoir des présidents qui sont élus par moins de 2 millions de Sénégalais. Ce n'est même pas sérieux. Donc il faut au moins ce saut qualitatif pour massifier aujourd'hui la présence des Sénégalais dans les listes électorales. Je n'ai pas vu ce débat être porté aujourd'hui par les partis politiques et je m'en offusque. L'autre débat que je n'ai pas vu porté par ces coalitions-là, et Siressi un peu brossé, il est important de faire des coalitions. Mais n'oublions pas que aussi l'objectif de ces coalitions, c'est d'aller vers quoi? C'est d'aller vers des élections locales. Mais une élection locale a une température locale. Je peux moi être dans mon quartier, être dans ma commune, être dans ma circonscription et ne pas me retrouver dans ce conglomérat de chefs de partis politiques présents dans une telle coalition, une telle coalition. Nous n'allons pas vers des élections législatives, nous n'allons pas vers des élections présidentielles, nous allons vers des élections locales, où il est important de voir ce que le maire a fait dans le domaine de l'assainissement, ce que le maire a fait dans le domaine de l'hygiène et notamment du ramassage des ordures, ce que le maire a fait dans le domaine des écoles primaires et des lycées, et fondamentalement ce que le maire a fait dans le domaine du social et de la solidarité. Mais ça, c'est des questions jusqu'à présent que je n'ai pas entendues de cette coalition. Je pense qu'on devrait avoir un peu la sagesse de dire aux gens, nous sommes des macro-organisations. Nous sommes quasiment en haut. Mais vous, à la base, essayez de voir quelles sont les coalitions qui sont pour d'être formées en vue de voir au niveau de votre cité,
au niveau de votre microcosme, comment faire avancer des dossiers. Et le premier dossier à faire avancer, c'est de faire un état des lieux. Est-ce que le maire qui est là, que ce soit le maire Benno Bokk ou le maire de l'autre majorité, a bien fait son travail? Mais c'est ça qui est important. Pour la plupart des gens qui sont dans les coalitions, ils pensent que les locales préfigurent la présidentielle. Je pense que ça n'a absolument rien à voir. Pourquoi? Moi, ma décision dépendra de la qualité du travail que j'aurai apprécié par rapport au maire qui est dans ma circonscription. Si je vois un maire qui n'est pas engagé dans la qualité de l'environnement dans lequel je vis, il est clair que je ne vais pas lui renouveler ma confiance. Et c'est ce que je crois. Je pense que les élections locales restent des élections purement locales. Une élection législative reste une élection législative. Une élection présidentielle, je pense, c'est la rencontre d'un homme avec un pays. Oui, mais dans les coalitions, l'idée qui est répandue et qui est laissée faire entendre, c'est que les locales préfigurent la présidentielle. Parce que pour beaucoup de coalitions ou bien de chefs de coalition, c'est le levier pour aller à la conquête des pouvoirs suprêmes. D'ailleurs, c'est comme l'a dit Moustapha Diakhaté, en réalité, il n'y a pas de connecteur logique entre les locales et la présidentielle. Peut-être. Le connecteur qu'on peut trouver, encore il faudrait le trouver, c'est les locales et les législatives, disons-le comme ça. Parce que, comme l'a dit Diakhaté, les élections locales, c'est des élections par nature locales et localisées. Ça veut dire que c'est le coefficient personnel qui est très déterminant. Ça veut dire que celui qui est dans le quartier et qui règle les affaires des habitants de ce quartier-là, que le parti en haut l'investisse ou l'investisse pas, les communautés, c'est eux qui reconnaissent. Donc c'est des élections de type communautaire, disons-nous, identitaire même. Donc ce serait même contre-productif que les appareils d'en haut imposent un candidat qui n'est pas ou qui ne serait pas le candidat des communautés. Et ça, on va en avoir avec ce qu'on appelle des votes sanctions, etc. Donc, ce que ça peut préfigurer, et ça aussi, encore, il faut le voir, c'est par rapport aux législatives. Parce qu'aujourd'hui, en 2022... Mais les locales peuvent créer ce qu'on appelle une dynamique de confiance. C'est possible avec le local. Non, parce qu'aujourd'hui, en fait, le choix des personnes qui sont au local, ce n'est plus le collège municipal. C'est les têtes de liste qui sont choisies. Absolument. D'ailleurs, la différence est tellement fondamentale que toutes les autres élections se conjuguent au pluriel, mon cher. Il n'y a que la présidentielle qui se conjugue au singulier. Pour montrer toute sa particularité. On peut dire les locales, les législatives, on dira la présidentielle. Donc c'est très loin d'en avoir. Peut-être que là où ça va jouer, c'est au niveau des des élections législatives qui font que, à l'éventualité de sa tenue en 2022, ce sera des élections de mi-mandat. Or, le niveau de démocratie de nos peuples font que, en général, quand un président en exercice est minoritaire dans l'Assemblée, on risque d'avoir un pays qui est bloqué comme c'était passé avec le Niger. Parce que les gens vont se dire que dans 2 ans, on va aller vers des élections. Maintenant, il faut bloquer tous ces programmes, tous ces projets, histoire de les mettre en mal avec la population pour que, voilà, etc. qui tombe. Mais si les populations ont confiance aux maires élus localement, ça peut créer une dynamique pour la présidentielle. Qui n'a absolument souvent rien à voir avec ce que les grands appareils vont décider par rapport à cela. Parce qu'aujourd'hui, Alassane, nous avons combien de communes? Nous en avons des centaines. Mais dans certaines communes, les populations ont décrié la gestion et le management de certains maires. Ces maires-là peuvent être souvent des maires de Benno Bokk Yakaar, comme ils sont des maires qui sont souvent issus de partis aujourd'hui dans l'opposition. On le sait dans la Petite Côte. Dans la Petite Côte, il y a des maires dont la gestion du foncier est décriée, qui n'appartiennent pas à la coalition, qui sont des maires souvent qui sont issus de partis de l'opposition. Donc je pense qu'il faudrait un peu faire la part des choses. Mais ce qui s'y est aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, il faut reconvoquer le caractère noble de la politique au Sénégal. Je pense qu'au Sénégal, on sert trop la politique, mais on ne sert pas la démocratie. Or que dans des pays qui veulent avoir une certaine viabilité, une certaine virilité, qui peut vraiment se hisser à un certain niveau, je pense qu'il est temps d'enclencher des actions qui consolident notre démocratie et qui ne servent pas ni les partis politiques ni les hommes politiques. Et comme je l'ai dit, il faut s'atteler aujourd'hui à faire inscrire nos jeunes dans les listes. Parce que si on ne les fait pas aujourd'hui, demain, ces jeunes seront tentés de s'exprimer. Et s'ils n'auront pas des cartes pour s'exprimer, peut-être ils vont s'exprimer par la violence. Et c'est ce qui a amené ce qui s'est passé, notamment au mois de mars. Je pense qu'on a besoin de sauts qualitatifs au Sénégal. Et parmi ces sauts qualitatifs, la question de l'heure, c'est d'abord de revoir le statut du parti au Sénégal. Alassane, il faut que nous soyons au sérieux. On a connu des partis qui ont su hisser leur peuple aux gémonies du développement. Mais regardez le cas du Parti démocratique aux États-Unis et du Parti républicain.
Regardons en France le cas du Parti socialiste avec son congrès d'Épinay. Mais aujourd'hui, quel est aujourd'hui l'état dans lequel se trouve le parti politique au Sénégal? D'abord, il y a énormément d'émiettement. On ne sait plus qui est qui dans l'endorno politique sénégalais. Il y a énormément de partis politiques au Sénégal. Je pense qu'aujourd'hui, la démocratie sénégalaise, si nous voulons la servir, nous devons prendre un peu de recul et voir si le parti politique fondamentalement est devenu le type de cadre sur lequel peut émerger le futur dirigeant politique. Il y a une question de fond qui est posée par rapport aux partis politiques qui constituent les coalitions. Souvent, les partis n'ont pas de bureau politique, ne se réunissent pas, il n'y a pas de congrès, il n'y a pas de bilan financier. Et ceux qui sont dans les coalitions ne sont pas pesés. Personne ne connaît les poids des partis qui sont dans les coalitions. Aussi bien des coalitions, la coalition qui sont au pouvoir, que celles qui se constituent dans l'opposition. Quel est le poids réel de ces partis? Mais vous me rejoignez, Alsan. Est-ce qu'un parti qui n'est pas structuré, un parti dont les statuts souvent sont violés et transgressés, un parti souvent qui ne renouvelle pas ses structures, un parti qui ne se massifie pas, un parti qui n'a pas d'école de parti, est-ce que ce parti-là peut être un ferment? Parce que ce parti-là peut être un vivier, mais du futur leadership politique au Sénégal? Mais ça, c'est des questions à se poser dans ce pays-là. C'est ça qui sert la démocratie. Mais ce qui ne sert pas notre démocratie, je pense que c'est le jeu des groupes, des alliances, qui je pense que sont là pour des chefs de partis politiques, mais qui ne sont pas là pour la démocratie. Si on va plus loin dans cette élection, il y a Dakar, c'est spécifique. Absolument. La mairie de Dakar. Les enjeux sont là. La mairie de Dakar, comme plus de 50 milliards de budget. On voit les enjeux financiers qui sont derrière. On voit aussi les enjeux d'un parti au pouvoir, d'une coalition qui voudrait garder ou bien gagner la mairie de Dakar. Quels sont les enjeux de cette mairie de Dakar pour la prochaine locale? Les enjeux de la mairie de Dakar, c'est beaucoup plus par rapport au parti, au régime. Le régime en place qui a beaucoup plus d'enjeux, parce que dans la symbolique, perdre Dakar serait assez catastrophique pour le parti au pouvoir. Maintenant, il y a un problème de fond, parce que quand on regarde un peu la situation politique, on se dit qu'il y a peut-être deux candidats qui, on pense, pourraient être le régime en place, la coalition Benno Bokk Yakaar devrait faire un choix entre véritablement deux candidatures majeures, même si la liste n'est pas exhaustive. C'est un certain Amadou Ba et un certain Abdoulaye Diouf Sarr. Et c'est là où je veux développer un peu Alsan. Vous savez, le président de la République, son Excellence Macky Sall, de 2012 à aujourd'hui, a commis dans un premier temps une faute politique majeure. Je ne peux pas parler d'erreur politique, mais de faute politique lourde. Et j'allais même ajouter de faute lourde politique et stratégique. C'était la radiation du président Sonko de la fonction publique, qui a été à l'origine de tous ces problèmes que nous allons connaître. Et par rapport à 2021, si le président venait à ne pas investir un certain Diouf Sarr, il allait peut-être commettre son deuxième faute lourde politique et stratégique qui risquera de l'emporter. Et je vais vous expliquer. Ça veut dire qu'un peu dans la collectivité Lébou, la candidature de Diouf Sarr, au-delà de la personne de Diouf Sarr, est un enjeu de la collectivité Lébou. C'est un enjeu aussi de ce qu'on appelle les 12 penths de Dakar. C'est aussi un enjeu des zones comme Ouakam, Ngor, Yoff, Malika, etc. Mais aussi c'est un enjeu quelque part de la communauté, disons, laïenne, où Abdoulaye Diouf Sarr, sa seconde épouse, est la fille du Khalif. Parce que qu'est-ce qui se dit dans les chaumières des grands penths de Dakar? C'est que le président de la République, son Excellence Macky Sall, aurait peut-être favorisé l'arrivée aux affaires d'un certain Aliou Sall, qui se trouve être son frère à Guédiawaye, peut-être originaire de Fatick ou de Fouta, allez-y savoir. Ils se disent aussi qu'il ne peut pas comprendre aussi que le président ait encouragé, voire favorisé l'arrivée d'un certain, son oncle Timbo, au niveau de Pikine.
et d'aider aussi son Goro beau-frère Mansour Faye au niveau de Saint-Louis, et que Dakar, la collectivité Lébou, ait un candidat qui s'appelle Diouf Sarr, et que l'on n'investisse pas Diouf Sarr, qu'on investisse un Amadou Ba qui serait peut-être originaire même du Fouta. Pour eux, dans la communauté Lébou, ce sera la goutte d'eau de trop, en ce sens qu'ils perçoivent dans la candidature d'Abdoulaye Diouf Sarr comme une sorte de continuité de Mamadou Diop à l'époque, avec une certaine parenthèse de Khalifa Sall, dont la première femme fut aussi la fille de Mamadou Diop. Khalifa Sall, en tant que produit politique, a été façonné par le maire Mamadou Diop. Pour eux, les collectivités de Dakar, la communauté de Dakar, du point de vue stratégique, ils pensent que ne pas investir Diouf Sarr serait un peu se mettre à dos de cette communauté. Et deuxièmement, ça c'est la question politique, parce que dans cette candidature-là, il y a un enjeu stratégique et un enjeu politique. L'enjeu stratégique, je viens de le dire, mais l'enjeu politique, les gens estiment que lors des dernières élections présidentielles de 2019, le parti au pouvoir avait perdu Dakar jusqu'à minuit. C'est à la faveur des 6000 voix de Yoff que le parti au pouvoir a repris Dakar et peut-être même a gagné au premier tour. Eux, ils se disent qu'ils ne peuvent pas comprendre que quelqu'un qui a démontré ses preuves en gagnant des localités, comment on peut l'échanger avec quelqu'un qui n'a jamais gagné? Parce que même avec le cas d'Amadou Ba, il estime que quand il a gagné, c'était dans le cadre d'une coalition. Deuxièmement aussi, sur le plan politique, il estime que même si à l'éventualité que le président ne choisirait pas un Diouf Sarr pour représenter la majorité à la mairie de Dakar, peut-être que Diouf Sarr ne se rebellera pas, parce que peut-être que l'homme serait fidèle au président Macky Sall, mais les populations vont aller vers des votes sanctions. Et aussi Dakar, quoi qu'on puisse dire, même étant la capitale du Sénégal, n'en demeure pas moins aussi que c'est une collectivité Lébou, c'est une collectivité aussi du Cap-Vert. Mais est-ce qu'aujourd'hui ces calculs tiennent la route comme tout de Dakar, 2 millions d'habitants, cosmopolite, où tout le monde vient de partout, tout le monde habite partout? Est-ce que ça tient la route, ces genres d'analyse? Comme nous qui avons une formation scientifique de base, Dakar en réalité... Communautarisme là ne tient pas Dakar. En réalité, Dakar peut être un bon échantillon pour l'actuelle majorité. Dakar concentre au moins la moitié de la population urbaine au Sénégal. Sans compter que Dakar également est la première commune de l'Afrique de l'Ouest. Dakar fait la capitale de l'OAOF. Donc Dakar a ce poids symbolique évident. Mais ce que je dis encore, Alsa, nous sommes dans des élections locales. C'est vrai, il y a des considérations ethniques qui peuvent avoir, il y a des considérations confrériques qui sont importantes. Il y a des configurations qui sont un peu liées à l'histoire d'un tel ou tel. Mais rappelez-vous également, et là je le dis à mon co-débatteur Siré, le président Macky Sall a énormément investi à Dakar. Ces projets structurants majeurs qui sont le BRT et le TER sont à Dakar. Absolument. Sa deuxième capitale, qui dans des centaines d'années, on se dira que ce président-là a osé miser quelque chose comme une seconde capitale, ça c'est à Dakar. Je pense que aussi il est tout à fait légitime pour ce président-là d'essayer un peu de récolter ce qu'il a semé à Dakar. Et je sais qu'il a énormément regardé tout récemment son plan décennal pour la lutte contre les inondations à Dakar. Je pense que hormis ces considérations, je pense qu'il lui est légitime de faire de Dakar sa bataille personnelle. Maintenant, quel est finalement le général de la guerre? Maintenant, quel est le colonel qui va amener les troupes à la bataille? Je pense qu'il appartient notamment à la majorité de décider qui est qui. Mais je pense qu'entre-temps aussi, et là aussi Siré, c'est un argument que je veux te retourner, Dakar c'est beaucoup diversifié également. Absolument. Dakar n'est plus maintenant cette majorité de Lébou qu'on avait avant les indépendances. Entre-temps aussi, il y a des quartiers comme Guédiawaye et Pékin qui sont en majorité de populations qui viennent souvent du Nord et qui ont leur poids électoral à Dakar. Il y a également Kermassa qui compte au moins 400 000 à 500 000 âmes. Donc il y a énormément de phénomènes qui sont passés qui font qu'aujourd'hui Dakar, je pense que pour ne pas toujours porter ce poids historique qui le rattache à une telle ou une telle ethnie. Et je pense que les jeux peuvent être vraiment ouverts à Dakar. Mais je dois rappeler aux uns et aux autres que le président a énormément investi à Dakar pour en faire. C'est comme Napoléon également et la ville de Paris. Mais c'est là où j'ai appris. C'est-à-dire que je suis tout à fait conscient du caractère cosmopolite qui est devenu Dakar. Mais ce serait extrêmement compliqué pour
quelque régime que ce soit, de se mettre à dos à la fois de la communauté lébou à Dakar, de se mettre à la fois sur le dos ce qu'on appelle les 12 pays, mais aussi Ngor, Ouakam, Yoff, Malika, etc. Et mieux. Mais quel est le poids démographique dans une capitale qui compte 4 millions d'habitants? Tout à fait. Voilà. Quel est le poids démographique dans C'est pourquoi il est important dans ce pays-là, pour apporter beaucoup plus de justesse et beaucoup plus de légitimité dans nos élections, de permettre aux gens de s'inscrire en masse. Absolument. Pour qu'au moins que les choix des uns et des autres soient des choix qui soient des choix beaucoup plus réfléchis, mais des choix beaucoup plus en phase même avec la représentativité des uns et des autres. Dakar, il y a une jeunesse qui est tout le temps dans les réseaux sociaux aussi. Dans les réseaux sociaux qu'il faut prendre en compte. Qui est devenu un argument politique. Un argument politique et qui a son mot à dire dans la marche du pays. Alors ça, notre pays compte pour 70% de sa population de jeunes qui ont souvent moins de 35 ans. Aujourd'hui, il faut que ceci se reflète même actuellement dans la population électorale du Sénégal. Et ceci est extrêmement important. On ne peut plus avoir dans ce pays-là une réelle représentativité si ceux qui doivent nous représenter, que ce soit le président de la République et le député, sont élus par moins de 4 millions de Sénégalais. Or que nous sommes au moins 18 millions. Absolument, tout à fait. Et l'enjeu, et pourquoi Dakar est un enjeu énorme pour tout le monde, pour le pouvoir et pour l'opposition? Pourquoi Dakar est un enjeu? D'abord, Dakar. C'est très simple parce que Dakar porte le Sénégal. Absolument, Dakar, c'est quasiment 60% de l'économie du Sénégal. Dakar, c'est une façade maritime qui supporte des poumons de l'économie tels qu'au moins le tourisme. Mais Dakar également, mais c'est cette position géographique de choix qui fait que Dakar a son port, Dakar a son aéroport. Mais Dakar aussi, quasiment, c'est le visage du Sénégal dans sa modernité, avec tous ses immeubles. Donc fondamentalement, celui qui gagne Dakar, il a au moins cette présomption qu'il est en meilleure posture pour les prochaines joutes électorales. Mais celui qui le perd aura des problèmes. En tout cas, du point de vue statistique, Dakar est un échantillon qui peut être un échantillon fiable des prochaines élections. Et d'ailleurs, pour rajouter aux éléments factuels que Moustapha a donnés, je vais être dans les imaginaires. La mairie de Dakar, entre la mairie de Dakar et le palais présidentiel, c'est quelques pas de marche. C'est une route droite. C'est une ligne droite. Et c'est pourquoi souvent les maires qui sont à la mairie de Dakar, qui gagnent Dakar, pensent franchir le pas, c'est ça? Absolument. On peut les prêter une ambition de pouvoir, parce que tellement entre le palais Est-ce que justement, c'est pas parce qu'ils sont maires de Dakar qu'ils ont des problèmes avec le pouvoir en place souvent, s'ils ne sont pas du même bord? Absolument. Mais s'ils ne se comprennent pas? Absolument. Parce que par exemple, quand on est maire de Dakar, à part le président de la République, et sur la on a budget de plus de 50 milliards. Voilà, sur la circonscription de Dakar, on est pratiquement la deuxième personnalité. Sur la circonscription de Dakar, je ne parle pas de l'État. L'État, c'est le président de l'Assemblée nationale. Mais sur la circonscription de Dakar, on est pratiquement la deuxième personnalité. Ça veut dire qu'un président, il est tout à fait souhaité qu'il ait des complicités avec son maire de Dakar, le maire de la capitale. Ensuite, il y a le budget qui est assez conséquent, plus de 50 milliards. Non seulement il y a dans la symbolique Dakar, avec tout ce que ça représente, comme l'a dit Moustapha, mais aussi il y a le butin de guerre que représente Dakar, mais aussi il y a la proximité dans les imaginaires entre... on se pense que quitter véritablement... et c'est même valable avec l'Assemblée nationale. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à chaque fois que peut-être que le Macky Sall avait des problèmes, parce que de l'Assemblée nationale, on a un clin d'œil sur le palais présidentiel, mais aussi de la ville de Dakar. En haut, on peut avoir déjà un coup d'œil sur le palais. Est-ce que ces deux stations-là font que véritablement les enjeux se trouvent être comme des passerelles pour aller vers le palais présidentiel? Mais en tout cas, il a été prouvé dans toutes les capitales du monde et dans toutes les élections que la capitale a toujours revêtu un enjeu particulier, surtout quand nous sommes dans des pays comme le Sénégal, où Dakar représenterait pratiquement à lui seul presque la quasi-totalité de notre économie. Mais est-ce que le fait aujourd'hui... je ne voudrais pas vous couper, mais Alassane, le problème de Dakar pose en réalité le problème de nos politiques publiques au Sénégal. Alassane, avant les indépendances, nous avions Dakar, mais nous avions Kaolack. Nous avions Saint-Louis qui fait la première capitale du Sénégal. Nous avions Ziguinchor. Mais aujourd'hui, regardez aujourd'hui ces capitales-là par rapport à Dakar. C'est comme s'ils n'étaient pas dans un même pays. Ceci pose fondamentalement le problème de nos politiques publiques par rapport à une distribution équitable des ressources
des ressources et surtout à une exécution des projets pour au moins une certaine mise à niveau. Aujourd'hui, Dakar a complètement dépassé le capital régional. Je ne parle pas de Kaolack, je ne parle ni de Saint-Louis, je ne parle ni de Ziguinchor. Mais ceci pose un problème après au moins 50 ans d'indépendance. Aujourd'hui, on devrait savoir dire Dakar est stratégique pour ce pays-là, comme l'est d'abord Kaolack. Parce que étant historiquement la capitale arachidière, comme les Thiès tout près, parce que Thiès quand même c'est le nœud de nos systèmes de rail, comme les Ziguinchor. Mais malheureusement, toutes ces villes-là, quasiment aujourd'hui, ne sont que des ombres d'elles-mêmes aujourd'hui. Je pense que ceci aussi nous doit faire que nous devons prendre un peu de recul pour savoir où est-ce que nous en sommes dans cette politique d'aménagement du territoire, pour faire émerger des pôles locaux. Des pôles urbains locaux. Ceci est fondamental. Je pense que le gouvernement, ils ont validé un plan d'aménagement du territoire. Peut-être qu'ils n'ont pas les moyens de le faire exécuter. Il faut trouver ces moyens. Parce que l'acte 3 de la décentralisation en fait, normalement est censé venir là-bas. Censé venir pour créer un peu plus d'homogénéité dans la distribution et la gestion, dans la distribution des ressources sur tout le territoire national. Mais aujourd'hui, on est après presque 60 ans d'indépendance, à parler du tout Dakar pour le Sénégal. Aujourd'hui, si vous n'habitez pas Dakar, c'est comme si quasiment vous ratez même des opportunités si vous êtes un jeune ou si vous êtes un Sénégalais. Ce qui n'est pas normal. Même aujourd'hui, pour avoir des qualités, en fait, une médecine, en fait, des soins de qualité dans le domaine médical, il faut être à Dakar. Or que nous avons Ziguinchor, nous avons Saint-Louis, nous avons d'autres capitales. Je pense que ça doit poser ces questions de fond-là. Est-ce que ce pays-là peut se projeter dans le futur si nous avons qu'un seul pôle qui est Dakar? Ou si nous devons avoir un système suffisamment avec des multipôles, avec notamment des capitales régionales qui peuvent aujourd'hui tenir tête à Dakar. Aujourd'hui, Kaolack devrait pouvoir tenir tête à Dakar. On l'a vécu devant ce camion qui a écrasé un de nos enfants. Mais vous avez au moins 4 millions de marchandises qui quittent le port de Dakar pour aller vers Kaolack. Pourquoi ne pas faire de Kaolack un petit hub portuaire où les Maliens ne seraient pas obligés de venir jusqu'à Dakar, mais on va draguer du port de Dakar, on va draguer le port de Kaolack, avoir des cales qui vont déposer leurs conteneurs et les conteneurs à partir de Kaolack, les acheminer vers le Mali. Le Mali dépend de nous dans le domaine du ciment, il faut installer quelque chose à Kaolack. On va créer un port sec à Tambacounda. Voilà. Le Mali a besoin de nous dans le domaine des hydrocarbures. Le Mali dépend de nous dans le domaine des hydrocarbures pour ne pas faire une raffinerie à Kaolack. Tout cela pourrait créer beaucoup de richesses, de valeur ajoutée au sein de Kaolack. Aussi, tout cela était à Kaolack. Aujourd'hui, on parlait de Dakar, mais aussi on parlait de Kaolack. Absolument. Mais il faut, je pense, réfléchir à ça. Mais justement, la concentration de tous les moyens à Dakar, et qui fait que le maire de Dakar est quelqu'un de puissant, comme on l'a dit, dans une configuration aujourd'hui du pays où le parti au pouvoir, il n'y a pas de dauphin, il n'y a pas de dauphinat, comme on dit, il n'y a pas de numéro 2. Est-ce que être maire de Dakar peut quelque part être conçu comme étant le prochain ou le numéro 2? Absolument. En tout cas, et là on va aller sur des cas pratiques, hein, c'est mieux. Par exemple, on dit que Amadou Ba, je vais prendre cet exemple-là, on dit qu'Amadou Ba, il est accusé peut-être à tort ou à raison d'avoir des ambitions présidentielles. Il se sursure qu'il serait aussi assis sur un lit ou un matelas financier très doux, disons-le comme ça. Maintenant, à l'éventualité d'un monsieur comme ça qui a voulu donner la mairie de Dakar et qu'effectivement, comme on l'a dit, il a une ambition et qu'il est assis sur un lit financier, mais il se pourrait même qu'avant 2024 qu'il vous dirait « Mais Joe, levez-vous que je m'y installe. Hein. » Donc, ça veut dire que c'est extrêmement important. Avoir un Diouf Sarr, par exemple, comme on est dans les case studies, qui n'a d'autre ambition que la ville de Dakar, serait à mon avis moins risqué que d'avoir quelqu'un à qui on donne la prétention de vouloir jurer. Je vais même aller beaucoup plus loin. Encore que vous êtes dans les conjectures. Amadou Ba n'a jamais dit qu'il était prétendant à la fauteuil. Tout ça n'est que conjecture. En fait, c'est un peu ce que la clameur... Et personne ne dit aussi que Diouf Sarr n'a pas d'ambition. Attention. Absolument. Non, on est dans des supputations. Non, en fait, c'est par rapport Chacun peut cacher son jeu aussi. Voilà, non, c'est par rapport à l'angle d'attaque que vous m'avez posé la question. Je parlais des enjeux. On peut prendre par exemple l'actuel maire de Dakar, Soham Wardini. Si je suis dans des logiques purement politiciennes, c'est pratiquement zéro risque avec cette dame-là. Donc, c'est jamais, attention. Bon, voilà, etc. Donc, le profil du candidat, à mon avis aussi, est extrêmement important par rapport à
à cette station qui est à Mérida, étant entendu, comme vous le dites, souvent, comme on dit que l'appétit vient en mangeant, on a vu ici Barreau qui n'était pas intéressé par, etc., mais aujourd'hui qui refuse même de quitter le pouvoir. On avait vu aussi un certain maître Abdoulaye Wade qui était s'engager avec les partis de la gauche qu'il va faire juste un mandat et puis donner le lait. Il a fait 12 ans. Il y a, comme qui dirait, voilà, quelque chose de l'intérieur qui fait que si vous n'êtes pas de l'intérieur, vous ne pouvez pas l'appréhender à sa juste valeur. Je pense qu'il faut couper avec la phobie de Dakar. Il faut que les Sénégalais sachent que Dakar, c'est moins de 3% du territoire, qu'il faut aller maintenant au-delà de Dakar. Il est temps, dans ce pays-là, de faire en sorte que des gens se projettent sur le post-Dakar, parler de capitale régionale. Parce que cette phobie-là, cette macrocéphalie autour de Dakar ne peut plus continuer. Mais si on revient sur le plan purement politique, est-ce qu'il y a un délit d'ambition dans ce pays, d'être à Dakar, d'être maire, d'avoir de l'ambition? Mais le président Macky Sall a eu de l'ambition. Mais on l'a laissé aller, tout le monde est libre d'avoir de l'ambition d'être président du Sénégal. Où est le problème? Alsan, je pense que l'ambition en soi-même est légitime et chacun ou chacune a des ambitions. Le problème, je pense, au Sénégal, c'est l'expression même de cette ambition-là qui peut souvent poser des problèmes. Et notamment le cadre d'expression de cette ambition-là. Je pense que le président aussi a beaucoup raison. Il ne peut pas être dans un contexte où il a quasiment un programme, qu'il vient d'être fraîchement élu, que les gens déjà faut lui coller un dauphin, ou il faut lui quelqu'un qui peut déjà marcher sur ses pattes. Je pense qu'il a raison de dire aux gens, écoute, concentrons-nous sur la mise en œuvre de mon programme. Et à l'horizon maintenant de 2024, voir maintenant qui de nous, soit moi-même, soit qui d'autres, serait à même de pouvoir au moins briguer le suffrage des Sénégalais. Il est tout à fait normal, parce que lui aussi, comme on le dit, c'est comme le maître et ses élèves. Il a sa classe, mais il est tout à fait dans le droit de pouvoir discipliner sa classe, en définissant les règles du jeu et en disant aux gens, ici c'est ma classe. Ceux qui sont d'accord avec les règles du jeu peuvent rester dans sa classe, dans ma classe. Maintenant, ceux qui ne sont pas d'accord avec les règles du jeu, mais il est libre de quitter ma classe. Et je pense que là, il est vraiment dans son droit. Mais aussi, ce pays-là, comme on le dit à Wolof, on ne peut pas le gérer dans le petit chou. Et Alassane, je pense que ce débat-là est un véritable petit chou au Sénégal. Mais maintenant, pour aller au-delà de cette question, il y a une autre question fondamentale qui préoccupe les populations, c'est la hausse des prix. Absolument. Nous sommes dans une situation aujourd'hui où le gouvernement a sorti un certain nombre de communiqués, un certain nombre de mesures pour essayer de maintenir les prix, en disant qu'il renonce à 47 milliards pour soutenir les ménages. Le ministre du Commerce a dit que demain, sur le terrain, demain c'est lundi, que les services vont appliquer les prix, ils vont aller sur le terrain pour vérifier est-ce que les commerçants appliquent réellement les prix. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'aurait pas dû anticiper tout cela? Absolument. En tout cas, le gouvernement, sur cette question purement économique, a donné une fausse réponse à une vraie question. Vous savez, Alassane, ici au Sénégal, la fiscalité, le principe même fondateur de la fiscalité, c'est d'engendrer le développement. Parce que au niveau de la fiscalité, il faut aller prélever les niches de profitabilité économique pour financer le développement, notamment les infrastructures, l'éducation et la santé. Mais qu'est-ce qu'on constate au Sénégal? L'effet contraire. Ça veut dire qu'on fait presque une surtaxation sur le consommateur final et on laisse de côté les zones ou les niches de profitabilité économique, et je veux parler de quoi? Des multinationales en termes d'exonération ou de convention fiscale. Ce qui fait que dans nos pays sous-développés, et notamment au Sénégal, la politique fiscale est une politique qui approuvit davantage les populations qu'elle ne génère du développement. Et là, on a faussé l'angle d'approche de la fiscalité. Parce qu'aujourd'hui, jusqu'en 2015, en termes de dépenses fiscales, le Sénégal avait renoncé volontairement à un volume financier de 500 milliards de francs CFA. Et d'ailleurs, je vais vous raconter même une petite anecdote. Il y a une société qui opère à Kédougou qui s'appelait Sabadola Or, qui a changé de nom parce qu'acheté par des Australiens. Cette entreprise-là avait bénéficié des exonérations fiscales. Mais cette entreprise-là a tellement réalisé des bénéfices, des marges, qu'il a écrit à l'État pour lui dire que vous m'aviez fait des exonérations fiscales. Je m'en suis tellement bien sorti que finalement, je vais payer
l'impôt. Et mieux, au lieu de payer l'impôt, même les années antérieures où j'ai bénéficié un peu de dépenses fiscales, je vais les rembourser. Pour vous donner juste un indicateur, ça veut dire qu'ici, la politique de taxation dans le global, au lieu d'aller voir les multinationales ou les niches de profitabilité économique pour soutirer de l'argent, financer le développement, on s'en tient aux consommateurs, à la population. Et si on en arrive là, et c'est là où je vais en briller, si on en arrive là, c'est parce que fondamentalement, on n'a pas de politique économique au Sénégal. Et d'ailleurs, on n'a pas de politique économique. L'une des plus grandes arnaques du point de vue conceptuel, intellectuel et économique depuis 2012 aura été de nous vendre ce qui est de la planification économique à long terme pour de la politique économique. Parce qu'on ne développe pas un pays sur la base de projets et de programmes. On développe un pays sur la base d'une politique économique. Parce que développer un pays sur la base d'une politique économique, c'est s'attaquer véritablement à ce qu'on appelle les mécanismes de fabrique de la pauvreté, les mécanismes de création de la pauvreté. On ne s'y attaque pas. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une compilation de projets. C'est d'ailleurs ce qui explique que sur pratiquement 5 ans, 6 ans, on était à des taux de croissance positifs de l'ordre de 5%. Il y a eu un élément extérieur imprévisible qui est la Covid qui fait qu'on a chuté de 1%. Parce que l'essentiel de notre structure économique était basé sur des projets et des programmes dont nous ne maîtrisons pas tout le financement de bout en bout, ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a un choc extérieur, ça perturbe le cadrage macroéconomique. Il nous faudrait revenir sur les angles d'approche du business model économique que nous voulons. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on gère ici, c'est la fonction régalienne de l'État. Ici, la police, elle est très forte. La gendarmerie, elle est très forte, l'armée, elle est très forte, la justice, elle est très forte. On a un peu oublié ce qu'on appelle les fonctions productives de l'État et les fonctions distributives. Et réhabiliter ces genres de fonctions-là, c'est faire de la politique économique et non pas compiler un certain nombre de projets et de programmes depuis... L'État moderne n'est pas là pour produire. Alassane, l'État moderne n'est pas là pour produire. L'État moderne n'est pas là pour se substituer à une entreprise ou à une usine. L'État moderne est là pour faire de la régulation. Non, mais ce qu'on a fondamentalement dans ce pays. Mais ça c'est l'État. Mais ça, c'est l'État moderne est là pour faire de la régulation. Il faut dans une approche moderne, surtout dans le cénacle des intellectuels, essayer de voir quel est le périmètre de l'État. Dans les États modernes, l'État est là confiné dans ses fonctions régaliennes et laisser l'interaction entre le secteur privé, mais surtout le secteur public, et que l'État fasse un peu de recul et se confine dans ses fonctions de régulation et de réglementation. L'État n'a absolument rien à faire. D'ailleurs, l'État l'a tenté avec les magasins Sonalis. Quel a été le résultat? Il le connaît, vous le connaissez, moi-même je le connais. Ce qui se passe maintenant dans les prix, c'est autre chose. C'est qu'il est bien beau aujourd'hui de taper sur l'État. Mais les gens, en fait, ce que vous et moi aussi doivent se rappeler, c'est les efforts qui ont été faits par ce régime-là depuis 2012 pour contenir les prix. En réalité, dans l'espace UEMOA, le Sénégal a été le pays quasiment qui a été le plus stable en termes d'indice général des prix. Mais on a bloqué dans ce pays-là le prix de la bombe de gaz. On a bloqué le prix de beaucoup de denrées dans ce pays-là. On l'a fait parce qu'il y avait une volonté politique affirmée, au moins, de maintenir le panier de la ménagère à un certain niveau. Et ceci a été fait pendant au moins 7 ans, 8 ans dans ce pays-là. Mais quel est le nouveau contexte? Nous sommes dans un nouveau contexte où on n'a plus de prise sur les grandes chaînes d'approvisionnement mondiaux. Alassane, aujourd'hui, si pour le riz, vous allez en Thaïlande, vous avez en Inde, vous avez des problèmes. Si c'est pour la viande, vous allez ici au Mali, vous avez des problèmes. Mais est-ce qu'on ne devrait pas, entre-temps, on n'a pas produire en interne? On n'a pas travaillé sur une fonction essentielle d'une politique économique qui s'appelle le PSE sur la transformation structurelle de ce pays-là. Mais les Sénégalais également n'ont pas aidé dans la consommation de leurs produits. Parce que fondamentalement aussi, est-ce que les Sénégalais doivent continuer à manger ce qui est fait à l'extérieur au détriment de ce que nous produisons ici au Sénégal? Alassane, le président, on peut tout reprocher au président, mais au moins il a encouragé la diversification des cultures. Mais Alassane, dans ce pays-là, nous sommes à des records de production de mil. Mais ce mil-là nous sert à quoi dans ce pays-là? Tout à fait. Pourquoi aujourd'hui laissons-nous notre tchéré et allons-nous manger du couscous marocain? Il faut que les Sénégalais osent aujourd'hui se poser ces questions-là. Mais en termes de prix, il faut dire que nous avons pour la plupart une inflation importée. Parce que quand il y a des problèmes sur le marché international, nos commerçants nous les répercutent. Parce que nos commerçants, de ce point de vue-là aussi, peut-être Siré a raison, on n'a pas pu moderniser nos circuits de distribution et de commercialisation. Aujourd'hui au Sénégal, on ne devrait même plus parler de grands commerçants, on devrait parler de grandes sociétés de négoce.
Parce qu'on n'a pas modernisé dans ce pays-là. Le grand commerçant n'existe nulle part. Maintenant, vous avez des sociétés de négoce qui sont basées à Paris, qui sont basées à Londres, qui sont basées ici, qui interviennent dans les grands magasins internationaux. Ils sont prêts grâce à des contrats d'acheter, ce qu'on appelle à temps et à autres. Mais malheureusement, dans ce pays-là, on n'a rien modernisé. On a aussi des problèmes surtout de régulation qui se posent, notamment avec l'oignon et la pomme de terre. Ça, c'est des problèmes. On a encore un autre problème qui se pose dans ce pays-là. On a une consommation extravertie des Sénégalais qui sont là à dire qu'ils veulent consommer cela, qu'ils veulent consommer ou qu'ils ne les produisent pas. C'est pas maintenant au président d'aller forcer les Sénégalais à produire. Je vous donne un exemple. On tire actuellement sur le président. Mais regardez le cas du sucre. Mais aujourd'hui, si au moins au Sénégal, on peut se gloser d'avoir réussi à faire une certaine autosuffisance dans le sucre, c'est parce que quelqu'un a pris le risque en 1967 d'aller là-bas au fin fond du Waalo, emblaver ses terres en canne à sucre, prendre la canne, le transformer en jus, puis le jus, il l'a solidifié pour le prendre en sucre raffiné. Mais pourquoi ces commerçants qui sont là à nous dire, qui sont toujours prompts à répercuter les prix sur le commerçant, pourquoi ils ne prennent pas ce risque de le faire? Le Sénégal a quasiment 7 millions d'hectares qui sont là, vierges, que personne ne cultive. Et mais Alassane, depuis 1960, nous n'avons qu'une sucrerie au Sénégal. Mais est-ce que justement, ce n'est pas l'État qui doit encourager ces planifications-là? Parce que si on compare un peu les situations, la Guinée à côté, c'est l'un des pays peut-être les plus riches d'Afrique en termes de fertilité. Aujourd'hui, il y a des coups de feu à Conakry. Parce que les prix ont augmenté, les gens n'arrivent pas à s'en sortir. Alpha Condé a essayé justement de diminuer le prix de gaz butane, mais ça n'a pas pris. Les gens sont en train de tirer au moment où nous parlons en Conakry. Est-ce que justement ces flambées des prix ne sont pas l'effet pangolin dont parlait un peu une certaine littérature française? Absolument. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je dis que nous ne sommes pas dans des politiques économiques. Et c'est être dans la posture de politique économique qui donne une réponse par rapport à ça. Mais non pas être dans une logique de compilation ou de constellation des programmes. Et c'est ça que je voulais rebondir sur mon ami et grand frère Moustapha. Ce n'est pas parce que le modèle anglo-saxon de type libéral est le modèle le plus répandu au monde qu'il serait le seul modèle ou le modèle moderne en termes de politique économique. Aujourd'hui, si on peut parler d'un État ou d'une nation qui est en train de trimplier dans la modernité, voire même dans la post-modernité, c'est bien la Chine. Et le modèle de développement économique, le modèle parce qu'avec la Covid, on a vu que l'État est revenu au cœur de beaucoup absolument, de choses, très bien. politique. Le fait que souvent je vais attirer l'attention de mes collègues et surtout enseignants, ce n'est pas parce que le modèle libéral est le modèle dominant que forcément toutes les économies devraient suivre ce modèle-là. Ça veut dire que l'État doit se dessaisir du secteur privé. Aujourd'hui, Senghor l'a essayé, il a échoué. Diouf l'a essayé, il a échoué. Même Wade l'a essayé, il a échoué. Mais ce n'est pas parce qu'on l'a essayé, ça n'a pas marché, que forcément c'est un modèle parce que pour le commerce, qui est voué à l'échec. Il faudrait aller peut-être, quelles sont les conditions dans lesquelles ça a échoué. Il faut faire le bilan des échecs. Et quand on fait le bilan, on se rend compte pourquoi on a échoué. Ce n'est pas de notre propre faute que nous avons échoué. Mais l'État patron n'a marché nulle part en Afrique de l'Ouest. En réalité, si le modèle classique que nous avons démarré aux années 60 n'a pas marché aux années 80, c'est en grande partie à cause des programmes d'ajustement structurel qui font qu'ils avaient pris au collet nos gouvernements et nous ont imposé le retrait du secteur-là. Maintenant, ce n'est pas parce que nous l'avons expérimenté, ça n'a pas marché, que le modèle en soi n'est pas viable, il faut le laisser. Non, je pense qu'aujourd'hui, à la faveur du temps, on a développé énormément de ressources humaines. Si à l'époque, il peut y en avoir des défauts, si on a développé des masses critiques, si on a accès à des ressources, aujourd'hui, le Sénégal remplit les conditions, disons, systématiques pour le retour de ce qu'on appelle des entreprises nationales. C'est le retour de ces entreprises nationales. C'est une forme d'intelligence en termes de partenariat public-privé qui peut nous permettre non seulement de régler la question de l'emploi des jeunes pour une partie, mais aussi de nous inscrire dans ce qu'on appelle les politiques économiques en faisant de la transformation. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, il est en termes de politique publique de dire que désormais on n'exportera plus nos graines d'arachide. Et d'ailleurs, le Ghana l'a fait avec les sèves. Le Ghana aujourd'hui n'exporte plus ses sèves de cacao. Et aujourd'hui, la classe moyenne au niveau de Ghana est en train de faire du chocolat. Être dans les politiques économiques, c'est de dire aujourd'hui, je vais faire ce qu'on appelle la mise à... Absolument. Faire de la politique économique et non pas faire de la planification à long terme, c'est de dire comment je vais m'orienter vers une mise
à l'économie de l'environnement. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les produits non forestiers ou les produits lignes qui sont extrêmement importants. Est-ce qu'on ne peut pas, d'ailleurs, l'ANACAD, etc., aller sur le QSL, ça veut dire qu'on n'est pas à partie responsable à cette taxée inflationniste que nous connaissons. Mais fondamentalement, pour en chercher les causes et les racines, il faudrait que dans nos pays-là, que nous réconcilier ces pays-là avec tout ce qui se fait, que ce soit dans les pays classiques ou dans les néoclassiques. Il faut réconcilier les Sénégalais avec la production. Il faut réconcilier les Sénégalais avec la consommation de ce qui se produit localement au Sénégal. Tant que nous ne faisons pas ça, ce pays-là sera extrêmement vulnérable et nous n'aurons jamais des consommateurs résilients. Parce qu'il y aura toujours des phénomènes d'inflation importée. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la chance dans ce pays-là que nous avons le baril de pétrole qui est encore à des niveaux raisonnables. Imagine-toi cette situation explosive d'inflation. Cette inflation-là, d'abord, c'est tout le monde. C'est d'abord dans les pays de l'Union européenne, c'est aux USA, c'est nous. Parce qu'aux USA aussi, il y a eu des infusions massives d'argent qui ont fait aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle un déséquilibre entre l'offre et la demande. Les gens ont beaucoup d'argent, mais les biens et services actuellement commencent un peu à en manquer parce que les gens ont énormément d'argent, parce que l'État a injecté énormément d'argent. Ceci a créé ce qu'on appelle des situations de déséquilibre. Mais comme je l'ai dit, nous avons la chance que le prix du pétrole reste encore un peu plus stable. L'État a ses problèmes, mais fondamentalement, dans ce pays-là, il faudrait que l'État un peu modernise son système de régulation. Il faut également que le secteur privé sénégalais soit dans une meilleure posture d'être dans l'industrialisation massive. Il faudrait que tout ce qui se consomme dans ce pays-là soit fait. Mais très rapidement, le temps. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis que la responsabilité première, non seulement c'est de l'État, mais aussi il nous faut aller vers ce qu'on appelle la politique économique et non pas la constellation des programmes. Parce qu'aujourd'hui, comment encourager les populations à aller vers... Mais si, je vous donne un exemple. L'État a mis en place ce qu'on appelle à Diamniadio. Aujourd'hui, comment, par exemple... Mais qu'est-ce qui empêche les Sénégalais d'aller à Diamniadio et de cultiver leur arachide pour faire du blé? Comment aujourd'hui on peut encourager la consommation locale quand on n'arrête pas les importations? Mais voilà les questions. Si, je vous donne un exemple. Vous avez dans ce pays-là... Parce que vous ne pouvez pas... Vous avez dans ce pays-là des gens qui se sont enrichis dans l'importation de l'huile. Qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce qui empêche ces gens-là d'aller, ce qu'on appelle dans la zone industrielle de Diamniadio, de mettre en place leur système de traitement d'huile et de produire de l'huile localement? Non, parce que ces gens-là n'ont pas pour vocation... Le temps ces gens-là n'ont pas vocation à être des industriels. Ils ont des vocations pour être des commerçants. Siré, président Central African Worldwide Africa, Moustapha Diakhaté, expert en PP, consultant en développement. Bilal Cissé à la technique, à la sensibilité du micro. Bon dimanche à tous. Vous écoutez e-Radio 90.3, la première radio vision du Sénégal.